Très bien. Donc nous allons voir rectum et canal anal. Là, c'est le plan d'étude. Nous avons des généralités sur le rectum. Après l'anatomie descriptive, on va décrire le rectum et ses rapports. Et nous, comme nous avons deux parties du rectum pelvien et rapport au niveau du canal anal. Grand D, c'est la structure et la constitution. E, vascularisation. Vous avez dans la vascularisation, vous avez artère, veine et lymphatique. Enfin, l'innervation et intérêt pratique et exploration. Là, vous avez deux schémas qui montrent bien la position du rectum dans l'abdomen, dans le tronc et le pelvis. Et vous avez le rectum isolé. Le rectum est le segment terminal du tube digestif et aussi un réservoir des matières fécales. Réservoir des matières fécales, ce sont des déchets, oui ou non? Les déchets qui ont été donc filtrés, sélectionnés et enfin, matière fécale. Est un segment fixe doué de propriétés contractiles. Vous avez compris? Contractile? Donc il y a des contractions, c'est le péristaltisme, il y a la contraction du rectum. Fait suite au côlon sigmoïde au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne à hauteur de la S3. C'est-à-dire à la limite entre le côlon sigmoïde et le rectum. Le repère vertébral, c'est la troisième vertèbre sacrée ou sacrale. Sacrée. Il a une longueur totale de 18 cm, 15 cm pour la partie pelvienne et 3 cm pour le canal anal. Voilà, donc là c'est le rectum pelvien ou ampoule rectale, regardez c'est dilaté, et nous avons la partie rétrécie qui mesure donc 3 cm, c'est le canal anal. C'est le dernier segment donc du rectum. Anatomie descriptive, limite en crâniale, c'est-à-dire à la partie supérieure. La partie supérieure, au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne, c'est-à-dire la limite entre le rectum et le sigmoïde, repère vertébral, regardez. Oui? Le repère vertébral, c'est la troisième vertèbre sacrée. Et là, commence le rectum, par l'ampoule rectale, la portion dilatée. En caudale, c'est-à-dire à la partie inférieure, tout ça, par un orifice. Il se termine par un orifice. L'orifice du rectum est appelé anus, au niveau de la ligne anocutanée. Et la ligne anocutanée, vous allez la voir en détail. Au niveau de la ligne anocutanée. Et là, bien sûr, la limite entre le rectum pelvien et le canal anal, il y a un cap. Regardez, il y a une déviation de l'orientation du rectum avec un coude ici. C'est au niveau des releveurs, les muscles releveurs de l'anus. Vous allez voir, quand on vous fera le périnée, qu'est-ce que c'est le muscle releveur de l'anus. Configuration extérieure, nous avons vu donc la limite, 18 cm,
15 pour la partie dilatée qui est le rectum pelvien et 3 cm pour sa partie rétrécie qui est le canal anal. Et le canal anal s'ouvre par un orifice à l'extérieur, bien sûr, qui est l'anus. Configuration extérieure, comment donc regarder la forme? En cranial, là c'est la partie sigmoïde, le côlon sigmoïde. Hein? Sigmoïde, en arabe c'est mustaqim. Regardez, il est droit. Et la limite entre le sigmoïde, c'est au niveau donc la jonction recto-sigmoïdienne. Alors en cranial, le rectum pelvien, donc à la partie supérieure, c'est le rectum pelvien le plus important, forme l'ampoule rectale, c'est la portion dilatée. Vous voyez bien ici la portion dilatée du rectum. Il est situé dans le pelvis, la cavité pelvienne. Vous avez fait le péritoine. Est-ce que le rectum est situé dans... Nous avons dit qu'il est situé, donc, c'est le rectum pelvien, donc dans le pelvis. Est-ce qu'il est péritonisé, entièrement péritonisé? Alors, oui, expliquez-moi. Je peux faire ce schéma. Je peux faire une coupe sagittale en arrière du rectum, d'après vous. Qu'est-ce que nous avons en arrière du rectum? Quel est l'organe qui est situé en arrière du rectum? Imaginez. Est-ce que vous avez une idée? Non. Le rectum est plaqué contre, oui, là c'est donc c'est les vertèbres sacrées et là c'est le coccyx. En avant du rectum, quels sont les organes en avant du rectum? Oui. Très bien, c'est différent chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, quel est l'organe qui est en avant du rectum? La vessie. Et bien sûr la prostate, ici. Et nous avons donc les vésicules séminales. En avant de la vessie, nous avons la symphyse pubienne. La symphyse pubienne. Donc, deux compartiments pour l'homme, en arrière le rectum et en avant la vessie. Ma question était, est-ce que le rectum est péritonisé? Il n'est pas entièrement péritonisé, il est péritonisé sur les faces latérales et antérieures. Parce que le péritoine, souvenez-vous que le péritoine, il y a 4 parties, péritoine pariétal antérieur, postérieur, supérieur, diaphragmatique et inférieur. Là, c'est le péritoine. Regardez, le péritoine pariétal postérieur, qui se réfléchit sur les faces latérales du rectum et une partie de la face antérieure, et il se réfléchit sur la face supérieure de la vessie. Et bien sûr, là, nous avons un cul-de-sac. Vous allez voir, cul-de-sac de Douglas. Chez la femme, c'est différent. Chez la femme, toujours le repère osseux en avant. La symphyse pubienne, oui.
toujours, pardon, en avant, l'utérus. La lumière utérine, et en avant de l'utérus, la vessie. Et bien sûr, la symphyse pubienne. La même chose, le péritoine pelvien inférieur, ou bien le péritoine, pardon, pariétal inférieur égale le péritoine pariétal pelvien, descend sur les faces latérales, la même chose, antérieure, et là, sur la face supérieure de l'utérus, ainsi sur la face supérieure de la vessie. Donc, voyez comment le péritoine descend sur le pelvis, sur donc la partie supérieure du pelvis. Donc, voyez que le péritoine ne revêt pas en totalité le rectum. Il n'est pas péritonisé entièrement. Là, c'est chez la femme et chez l'homme. Alors, le rectum pelvien le plus important, là, c'est le rectum pelvien. Rectum pelvien. Et là, c'est le canal anal. Et là, vous avez cette zone de transition qu'on appelle le cap. Vous allez voir tout de suite. En caudal, le rectum périnéal ou canal anal, portion rétrécie qui se termine par l'anus. Alors, l'anus. Donc, le péritoine, regardez ici, le péritoine, le canal, pardon, le canal anal. C'est la partie périnéale. Vous allez voir qu'est-ce que c'est périnéal. C'est donc situé au niveau du périnée. Le périnée, c'est la partie la plus inférieure du tronc. Le tronc fait le thorax, oui ou non? L'abdomen, le pelvis et le plancher. Vous savez ce que c'est le plancher? C'est donc le plancher du pelvis, c'est le périnée. Le cap du rectum, maintenant, je l'ai montré sur le tableau, le cap du rectum situé entre ces deux zones correspondant aux muscles élévateurs de l'anus qui participent de façon importante à la continence anale. Vous savez ce que c'est la continence? C'est retenir les matières fécales. Quelqu'un qui est incontinent, il a une incontinence urinaire ou bien il a une incontinence anale, c'est-à-dire il ne retient pas ses matières fécales, il ne retient pas ses urines. Incontinent, mais là c'est continence, c'est-à-dire c'est le releveur de l'anus qui maintient le rectum donc en position, donc en période de continence. Il forme un angle obtus en dorsal, pratiquement à hauteur de la pointe du coccyx. Bon, le cap, il forme, regardez, moi si je peux refaire mon schéma, il forme en dorsal un angle obtus par rapport, écoutez, le canal anal et le rectum pelvien. Il est situé donc à la pointe du coccyx. Vous savez ce que c'est le coccyx? C'est la partie terminale, la dernière partie, donc la dernière vertèbre, la dernière pièce vertébrale, à hauteur du coccyx. Voilà, le cap, il est donc au niveau de la pointe du coccyx.
Les releveurs de l'anus, c'est un muscle du périnée. Voilà. Bon, c'est des muscles du périnée qui marquent la limite entre le rectum pelvien et le rectum anal, et là, passe par le cap. La configuration intérieure. Qu'est-ce qu'on a dit pour la configuration extérieure? Qu'est-ce que nous avons dit? Que le pelvis le rectum présente deux parties, deux portions, une portion pelvienne et une portion périnéale. Oui ou non? Regardez, le rectum présente deux portions, une portion pelvienne, c'est la portion dilatée, oui ou non? Une portion périnéale, qui est le canal anal, c'est la partie rétrécie. La limite entre les deux portions, c'est le cap, très bien. Le cap, il est à hauteur de la pointe du coccyx. Et il donne insertion à quoi, le cap? Au muscle releveur, c'est-à-dire il passe, donc c'est à ce niveau, il y a l'insertion du muscle releveur de l'anus. Là, c'est la configuration extérieure. La configuration intérieure. À l'intérieur, nous avons le rectum présent des replis muqueux. Quand je dis les replis muqueux, donc il y a la muqueuse à ce niveau. Longitudinaux et des replis transversaux permanents de forme semi-lunaire, c'est la valvule rectale de Houston. Là, je vous montre, là les replis transversaux. C'est ça les replis transversaux. Les valvules, on les appelle les valvules de Houston. La ligne de démarcation entre le rectum pelvien et le canal anal est représentée par la ligne anorectale. Ici, la ligne, là c'est le canal anal, regardez, 3 cm, c'est tout, et la ligne de démarcation, c'est le canal, la ligne anorectale, c'est-à-dire la limite entre les deux parties. Toujours la configuration. Donc nous avons dit que l'ampoule rectale présente des stries transversales, c'est-à-dire des replis transversaux de forme longitudinaux et transversaux. Les transversaux, on les appelle comment les transversaux? Oui, regardez. Alors, c'est-à-dire semi-lunaire. Voilà. C'est la moitié de la Lune. Semi-lunaire. Semi-lunaire, donc ce sont des valvules rectales de Houston. Là, c'est au niveau du rectum pelvien. Le canal anal est divisé en 3 parties. La zone muqueuse ou zone de colonne. Regardez la zone de colonne, les colonnes. Je n'arrive pas à utiliser cette souris, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec. Donc regardez la colonne, appelée les colonnes de Morgani, occupe la zone supérieure du canal anal. Là, c'est le rectum.
les valvules de Houston, comme ça. Rectal. Par contre, le canal anal présente à sa partie supérieure des colonnes. On les appelle les colonnes de Morgani. Les colonnes de Morgani. Donc, c'est des replis longitudinaux. Pas comme ici, des replis transversaux. Des replis longitudinaux dont les bases sont reliées entre elles par des valvules anales. Bien sûr, la base, regardez, il y a la base, les valvules anales. Ces colonnes sont reliées à leur base par les valvules anales. La limite inférieure de ces valvules est appelée la ligne anorectale. Maintenant, c'est la ligne ano. Déjà, nous avons donc 3 zones. Regardez, nous avons les replis, les replis longitudinaux qui sont les colonnes de Morgani. Leur base, ces colonnes sont attachées à leur base par des valvules. La base de la valvule est marquée par une ligne anorectale. Bon, la zone de transition aux zones cutanées lisses dépourvues de poils et de glandes. Il y a donc 2 parties à ce niveau. La zone cutanée lisse dépourvue de poils et de glandes. Après, il y a la zone cutanée. Elle se termine par la marge anale. Donc, il y a la zone cutanée lisse d'abord. Après, c'est la marge anale. Elle est donc elle est visible à l'œil nu, à l'inspection. Mais celle-là, elle est donc, elle contient de nombreuses glandes sudoripares et sébacées. Donc, les glandes sudoripares et sébacées, là où il y a le poil, il y a donc que ce soit au niveau du cuir chevelu, vous avez des glandes sudoripares et sébacées. C'est quoi sudoripare? C'est quoi les glandes sudoripares? Qui sécrètent la sueur. Hein? La sueur. Sébacé, c'est le sébum. Donc, vous voyez qu'il y a le canal anal, 3 régions. La première partie, c'est les lignes, les colonnes de Morgani avec la base des valvules. Après, il y a une ligne anorectale et nous avons la ligne cutanée lisse qui sont donc dépourvues. Dépourvues, c'est-à-dire n'a pas de glande, pas de poils. Par contre, la zone cutanée, c'est à l'extérieur. Vraiment, c'est à l'extérieur. Elle est pourvue, c'est-à-dire quand il y a des glandes sudoripares et sébacées. Et bien sûr, le poil, vous pouvez ajouter le poil que je n'ai pas cité ici. Maintenant, le rapport du rectum. Qu'est-ce que nous avons dit? Il y a une région, il y a une partie péritonisée, oui ou non? Tout à l'heure, j'ai bien expliqué. Tout à l'heure, j'ai dit que le péritoine pariétal postérieur vient se réfléchir sur les faces latérales du rectum pelvien, après sur la face antérieure, et il se réfléchit de nouveau sur l'utérus chez la femme ou bien sur la vessie chez l'homme, et entre les deux, il y a formation d'un cul-de-sac de Douglas, vous allez le voir,
Donc, nous avons étudié le segment péritonisé et le segment non péritonisé ou bien sous-péritonisé. Très bien, déjà, sur le plan péritoine, nous avons deux segments. Un segment péritonisé et un segment sous-péritonisé. Les rapports du rectum, maintenant j'ai fait ces deux schémas, vous allez me dire, déjà vous avez en face la différence entre chez l'homme et chez la femme, et aussi il faut étudier le rectum sur ces deux segments péritonisés et non péritonisés, rectum pelvien, rapport du rectum pelvien, et ensuite les rapports du canal anal. Donc, deux rapports. Le rectum, là c'est péritonisé. Hein. Là c'est péritonisé. Aussi, c'est péritonisé. Alors, le rectum pelvien est divisé par le péritoine en deux segments, péritonéal et sous-péritonéal. Vous avez compris? Très bien. Le segment péritonéal, le péritoine descend obliquement sur les faces antérieures et latérales du rectum, comme je l'ai montré. Il descend obliquement sur les faces latérales et aussi antérieures. C'est clair et net, le schéma est clair. Là, c'est la lumière rectale. Puis, il se réfléchit sur la vessie chez l'homme et sur la partie postérieure du vagin chez la femme, formant ainsi le cul-de-sac de Douglas. Il se réfléchit. Regardez, il arrive là, c'est le vagin. Ah, le vagin. Là, c'est l'utérus, ou le dakhel, c'est la lumière utérine. La lumière utérine, c'est la cavité utérine. Hein. L'utérus est un organe creux, oui ou non? Évidemment. Là où grandit l'œuf fécondé. Ou donc recto-vésical chez l'homme et recto-vaginal chez la femme. Est-ce que vous avez compris ou bien je répète concernant le cul-de-sac de Douglas? Le cul-de-sac de Douglas, comment il se forme? Regardez, qu'est-ce que j'ai dit? Que le péritoine pariétal postérieur, oui ou non? Le péritoine pariétal postérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il descend obliquement sur latéral et antérieur. Après, il se réfléchit, regardez, il arrive jusqu'au vagin ici. Après, il monte bien sûr sur la face, il monte sur la face supérieure de l'utérus. Quand il se réfléchit, il arrive au niveau du vagin, c'est-à-dire il se réfléchit, il rebrousse chemin. Il ne va pas descendre ici. Non. Il descend, arrive au niveau du vagin, après, il rebrousse chemin. Et là, à ce niveau, formation du cul-de-sac de Douglas égale cul-de-sac de Douglas égale cul-de-sac recto-vaginal. Recto-vaginal. Et chez l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Bon. Chez l'homme, pareil, il descend sur les faces latérales et antérieures, il se réfléchit quand il arrive à la vessie, et là, il y a la création du cul-de-sac de Douglas, appelé aussi cul-de-sac recto
recto-vésical, c'est la vessie. Vessie. Et là, c'est deux schémas, deux coupes sagittales chez l'homme et chez la femme. Donc là, chez l'homme et chez la femme, que j'ai simplifié sur le tableau. Que j'ai simplifié ici sur le tableau. Déjà, vous avez une idée sur les rapports antérieurs du rectum dans son segment péritonisé, c'est-à-dire le rectum pelvien. Donc, le rectum pelvien, j'ai parlé. Ce segment péritonéal est en rapport en avant avec les anses intestinales, c'est-à-dire les anses intestinales. Écoutez, là c'est la partie péritonisée. Il y a les anses ici. Hein. Okay, l'abdomen, écoutez. Là, en rapport avec les anses intestinales. En arrière avec le sacrum et les vaisseaux rectaux. En arrière, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a uniquement donc le sacrum, et bien sûr il y a les vaisseaux, l'artère sacrale moyenne qui est la branche terminale de l'aorte abdominale, vous avez fait ça. Donc il y a les vaisseaux sacrés, rectaux. Nous avons latéralement avec le cécum, l'appendice et le côlon sigmoïde. Là c'est une coupe sagittale, on ne peut pas voir les deux parties qui sont latérales. Alors, latéralement, c'est à droite, nous avons le séco-appendice. Vous savez ce que c'est le séco-appendice? Et le côlon sigmoïde à gauche. Segment sous-péritonéal. Donc, nous avons vu le segment, le rectum pelvien, la partie péritonisée. En arrière, nous avons vu que c'était et les vaisseaux rectaux. Vous allez voir quels sont les vaisseaux rectaux quand je vous ferai la vascularisation du rectum. En avant, nous avons latéralement le séco-appendice à droite et le côlon sigmoïde à gauche. Maintenant, le segment non péritonisé. Non péritonisé. Le segment non péritonisé, et là, c'est clair, écoutez le schéma en face. Ce segment est entouré par la graisse périrectale. La graisse. Vous savez ce que c'est la graisse? Formant le mésorectum. Il ne faut pas mélanger avec le mésopéritoine. Hein. Le péritoine, mais qu'est-ce que je fais de le segment? Eh bien, j'ai utilisé méso. Méso, donc, c'est un segment qui est entouré par la graisse, formant le mésorectum. L'ensemble est contenu dans une gaine fibreuse, formée de 4 lames fibreuses qui forment la loge rectale. Alors, là, vous voyez sur cette coupe horizontale, les 4 lames, donc là c'est le rectum non péritonisé, entouré par son mésorectum, là la graisse, et entouré par 4 lames fibreuses antérieures, regardez là c'est la vessie, latérale et postérieure. Il y a 4 lames fibreuses, et là c'est la loge rectale. Elle est quand même la loge rectale. Donc le rectum est contenu dans sa loge rectale. Loge rectale est formée par 4 lames fibreuses, dures bien sûr, qui permettent donc de maintenir en place aussi le rectum, de le garder donc pour ne pas bouger. La lame fibreuse antérieure ou cloison recto-génitale.
واش قلنا هذا le rectum. كاينه une lame antérieure. Une lame antérieure, oui ou non? Une lame antérieure. Il ne faut pas mélanger avec la partie péritonisée. Je parle de la partie non péritonisée. Une lame antérieure qui est fibreuse, c'est-à-dire fibreuse, solide, oui ou non? Oui, recto, génital. Génital, c'est-à-dire soit chez la femme c'est l'utérus, chez l'homme il y a la prostate et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est par la loge rectale de la loge prostatique chez l'homme, formant l'aponévrose péritonéale de deux non-viliers. Alors je m'explique pour l'homme. Regardez, cette partie non péritonisée est séparée de la loge, bon là chez l'homme, le rectum non péritonisé, le rectum pelvien. Bon, je parle ici, le rectum pelvien non péritonisé est séparé de la loge génitale chez l'homme par cette lame fibreuse antérieure appelée quoi? Aïe. Prostato-péritonéale de non-vilier. Donc, formant l'aponévrose prostato-péritonéale de deux non-viliers, je m'explique. Là, il y a une échappée. Donc, du péritoine, il y a des fibres qui descendent. Ce n'est pas vraiment le péritoine, il y a des fibres qui descendent, des fibres dures, séparant le rectum pelvien bon en arrière et de la vessie en avant. Cette paroi antérieure est appelée aponévrose, donc ce n'est plus du péritoine, aponévrose, comme l'aponévrose musculaire, elle est plus ou moins dure. Aponévrose, oui. Prostato, il y a la prostate ici. Haï la prostate, non. Prostato, péritonéal, de non-vilier. Bon. De non-vilier. Et la loge génitale chez l'homme formant la cloison recto-vaginale. Ici, c'est la cloison, oui, recto-vaginale. Donc ici aussi, c'est une cloison, c'est une séparation, la même chose. Même chez l'homme, c'est une cloison recto-génitale, ou bien l'aponévrose prostato-péritonéale de non-vilier. Et là, vous avez les deux schémas, les deux coupes sagittales du pelvis chez l'homme et chez la femme. La lame fibreuse postérieure ou fascia rétro-rectale. Qu'est-ce que nous avons dit? Que le rectum est contenu dans sa loge rectale, oui, limité par ces quatre parois. Paroi antérieure, nous avons expliqué. Maintenant, la paroi postérieure. Et la paroi postérieure qui le sépare donc du rachis, appelée fascia rétro-rectale. Un fascia, écoutez, c'est une échappée musculaire, c'est des membranes qui s'échappent du muscle et forment donc une cloison, comme ici. Fascia rétro, pas recto. Hein. Rétro, c'est-à-dire en arrière, rétro-rectal. Nous avons vu combien de parois? 2, antérieure et postérieure. Maintenant, latéralement, écoutez, même latéralement, la partie chauffe. J'ai un peu assuré le schéma. Regardez, latéralement, ce sont des lames fibreuses, latérales, toujours fibreuses, puisque nous avons dit que le rectum est situé dans sa loge rectale fibreuse.
Pas muqueuse, pas conjonctive, mais fibreuse. Donc il y a une différence fibreuse, ça permet de maintenir donc le rectum dans sa loge. Les lames, alors, les lames, vous lisez, les lames latéralement. Sacro, oui ou non? Et là, recto, génito, pubienne. C'est-à-dire ces lames latérales fibreuses prennent naissance en arrière du rectum, allant jusqu'à la face postérieure du pubis. Les lames, quand je dis sacro, recto, génito, pubienne. Génito-pubien, pourquoi je ne dis pas vésico? Je peux dire chez la femme, ajouter sacro, recto, génito, vésico, pubienne. Chez l'homme, c'est sacro, recto, génito, pubien. On répète. Nous avons vu le segment péritonisé, ou je vais le segment péritonisé. Alors, est-ce que le rectum est entièrement péritonisé? Il n'est pas entièrement péritonisé. Il est péritonisé dans sa partie supérieure. Comment il est péritonisé? Donc le péritoine descend obliquement sur les faces latérales et antérieures du rectum et il se réfléchit donc du vagin sur l'utérus, formant cul-de-sac recto-génital. Quels sont les organes qui rentrent en rapport avec la partie péritonisée? Oui, en arrière, chez l'homme et chez la femme, nous avons donc l'utérus. En arrière, nous avons le sacrum et les vaisseaux rectaux. Latéralement, à droite, nous avons le séco-appendice. À gauche, nous avons le côlon sigmoïde. Très bien. La partie sous-péritonisée, qu'est-ce que c'est la partie sous-péritonisée? Le rectum pelvien à ce niveau est contenu dans sa loge rectale. La loge rectale est formée de 4 parois fibreuses, à savoir antérieure, postérieure et latérale. Antérieure, chez la femme, c'est une cloison recto-vaginale. Chez l'homme aussi, c'est recto-génital. Quand je dis recto-génital, il y a la prostate et les vésicules séminales. Recto-génital, appelé chez l'homme prostato-péritonéal de Denonville. C'est juste chez l'homme, parce qu'il y a la prostate. On va voir, donc, et latéralement, bien sûr, nous avons les lames fibreuses de part et d'autre. Sacro, recto, génito, pubienne. Ce segment sous-péritonéal est en rapport par l'intermédiaire de la loge rectale. Bien sûr, il est recouvert, le rectum est recouvert par une membrane, mais à travers cette membrane, il va répondre à certains organes. En arrière, c'est le coccyx et le sacrum. En arrière, cette région non péritonisée, nous avons par l'intermédiaire du fascia rétro-rectal, oui ou non? Il répond ici au sacrum et coccyx par l'intermédiaire du fascia rétro-rectal. Il n'y a pas un rapport direct. Contre l'os. Non, le rectum n'est pas contre l'os. Il est quand même protégé par une membrane. Donc en arrière, nous avons le sacro-coccyx, vaisseau et nerfs sacro. Vous allez voir les vaisseaux et les nerfs. En avant, chez l'homme, la vessie, canaux déférents, vésicule séminale et la prostate. Alors, chez l'homme, où est-ce qu'il y a chez l'homme? Chez l'homme, en avant. Par l'intermédiaire, est-ce que c'est direct? Non, il y a une séparation membraneuse. Alors,
par l'intermédiaire de l'aponévrose prostato-péritonéale de Denonvilliers, il répond, oui, à la vessie, aux vésicules séminales, canal déférent, je vais l'expliquer tout de suite, et la prostate. Canal déférent, c'est un canal qui prend naissance au niveau des testicules et on a les deux canaux déférents, mais je suis différents, comme ça. Les canaux déférents prennent naissance dans le scrotum, à l'extérieur du testicule, après montent, pénètrent par les deux orifices inguinaux, cheminent latéralement de la vessie, et arrivent donc au contact de la vésicule séminale, et bien sûr, ils pénètrent dans la prostate. Écoutez, c'est l'acheminement des spermatozoïdes par les canaux déférents. Vous voyez? Et chez la femme, nous avons la partie non péritonisée, nous avons une partie, bien sûr, l'utérus et le vagin. Latéralement, l'espace pelvirectal supérieur contenant les vaisseaux hypogastriques et les uretères. Quels sont les vaisseaux hypogastriques? Comment ils sont formés? C'est quoi les vaisseaux hypogastriques? Même cette année, je crois, vous les avez fait. Alors, hypogastrique, c'est quoi? Les vaisseaux hypogastriques. L'aorte abdominale qui se divise en artère iliaque externe, oui, ou tanique, artère iliaque interne. C'est l'artère iliaque interne égale hypogastrique. Et quand je dis les vaisseaux, c'est artère et veine. Il y a la veine hypogastrique et l'artère hypogastrique. Donc latéralement, il y a des vaisseaux et bien sûr les uretères. Vous savez ce que c'est les uretères? Les deux reins. Il y a les reins, après il y a les conduits. Les conduits, qu'est-ce qu'ils font? Les reins, ils sont en arrière, oui ou non? Ils sont en arrière. La vessie, elle est où? En avant. Donc, automatiquement, le trajet des uretères de l'arrière vers l'avant. Ils vont donc latéralement. Ils vont venir de l'arrière vers l'avant pour se terminer dans la partie postérieure de la vessie. Donc, latéralement, ces deux uretères forment les rapports latéraux de... Bon, je peux le faire ici. Les deux uretères, ils jouent le fouq, oui, ils classent bon. Voilà. Donc, latéralement, deux uretères, gauche et droit, donc, latéralement. Ça va pour la partie péritonisée, ses rapports, la partie sous-péritonisée, ses rapports. Le rapport du canal anal. Le canal anal est entouré par le sphincter externe de l'anus et entre en rapport le sphincter externe. Un sphincter, c'est le robinet, comme un robinet, écoutez. C'est lui qui empêche l'incontinence. Quelqu'un qui est incontinent, il laisse donc, c'est involontaire. C'est involontaire, il y a des pathologies, écoutez, comme les prolapsus, comme les paralysies, qui donnent, il y a des gens qui sont dans le coma, ils sont incontinents. Pourquoi on place aussi une sonde urinaire? C'est pas pour le dosage ou bien pour autre chose, aussi pour voir, est-ce que, donc pour éviter donc les urines qui sortent involontairement. Donc, nous avons ici le sphincter. Un sphincter. Un sphincter, il est musculaire.
musculaire. Il y a 2 sphincters, de part et d'autre. Le canal anal et en avant le centre tendineux du périnée. Le centre tendineux du périnée, vous allez voir avec le périnée, c'est l'entrecroisement de certaines fibres qui, vous allez le revoir quand on vous fera le périnée. Chez la femme, il y a le vagin, 2, regardez, il y a le 2. Ah, il n'y a pas de... Alors, qu'est-ce que... هكذا قد وش بك Chez la femme, en avant du canal anal, il y a le vagin. Oui ou non? Regardez. Le vagin. Chez l'homme, du bulbe du pénis, les glandes bulbo-urétrales, vous allez voir tout ça quand on vous fera le génito-urinaire et le périnée, et de la partie membraneuse de l'urètre. En arrière, le ligament ano-coccygien, et en arrière, un ligament. Il y a un ligament qui part du coccyx, donc au sphincter ano-coccygien. Là, cette partie, écoutez, toute cette partie, c'est le périnée. Hein. Vous allez revoir quand on vous fera le périnée. Moi, je ne vais pas détailler plus que ça. Le détail sera donc quand on fera le périnée. Latéralement, la fosse ischio-rectale et son contenu. La fosse ischio-rectale, c'est la partie inférieure de la fesse. Là. Avec la fosse ischio-rectale. Regardez, là, c'est une coupe frontale du pelvis et montre la fosse ischio-rectale, les 2 parties ischio-rectales. Dites-moi quand ça disparaît, et alors, qu'est-ce qui se passe? Constitution et structure. La structure, c'est l'histologie. Hein. Le rectum est constitué par 4 tuniques. Est-ce que vous avez fait l'histologie du rectum? Non? Vous allez le voir tout de suite avec... alors, un appareil sphinctérien de l'anus. Un appareil sphinctérien de l'anus. Regardez le sphincter, bien sûr. La tunique, les tuniques du rectum, nous avons la séreuse. La séreuse, c'est cette partie. Provient du péritoine. Provient du péritoine, du côlon et du sigmoïde. Bien sûr, nous avons vu qu'une partie du rectum est péritonisée. Et le péritoine est une séreuse. La musculeuse, c'est la partie, c'est l'épaisseur du rectum, dont la couche profonde forme le sphincter interne. En rose clair, regardez, la musculeuse en rose se termine en bas par le sphincter, interne. La sous-muqueuse contient le plexus veineux hémorroïdal. La muqueuse, donc nous avons la séreuse, la musculeuse qui forme, sa face profonde forme le sphincter interne. Là, c'est le sphincter externe, externe de la paroi. Il y a un sphincter interne. Et le sphincter interne, il provient de... Ne dormez pas, le sphincter interne provient de quelle partie du rectum? De quelle couche? La musculeuse. Moi, je l'ai déjà donné à l'examen. La sous-muqueuse contient donc le plexus veineux hémorroïdal est situé dans la sous-muqueuse.
La muqueuse, son aspect intérieur est différent à celui du côlon et présente les valvules rectales de Houston et les côlons de Morgani. La muqueuse, donc, elle, au niveau de la muqueuse, à l'intérieur, on trouve donc les valvules rectales de Houston et les côlons de Morgani. Les valvules rectales de Houston, on les trouve où? Oui. Oui, donc nous avons une couche superficielle, 4 couches. La couche superficielle, Ousma, la séreuse. Parce que, n'oubliez pas que le rectum est péritonisé en partie. La deuxième, c'est la musculeuse. La musculeuse, qui donne donc le sphincter interne. Après, la sous-muqueuse. Nous avons la musculeuse de la sous-muqueuse et la muqueuse qui va donner, la muqueuse, elle va donner quoi? La partie la plus interne. Et ici, les colonnes de Morgani. Là, vous avez le schéma, il est bien explicite, il est bien clair. L'appareil sphinctérien, c'est quoi l'appareil sphinctérien? Nous avons combien de sphincters? 2. Un sphincter externe, en dehors, oui, au niveau du canal anal, et un sphincter externe qui provient de quelle couche? Alors, l'appareil sphinctérien est composé de 3 éléments, le sphincter interne, le sphincter externe et le faisceau puborectal du muscle élévateur de l'anus. Le faisceau puborectal, là, vous allez revoir avec, en détail avec le périnée. Le sphincter externe, le sphincter externe, écoutez, là où il y a un sphincter, il y a la régulation régulation de l'élimination, que ce soit rectale, même la vessie a son sphincter. Sinon, il y a une incontinence. Un sphincter, c'est une ceinture qui ferme et nous avons le sphincter interne provient de la couche profonde musculeuse, comme on a dit, qui s'épaissit autour du canal anal. Donc, cette musculeuse qui va s'épaissir et va donner le sphincter à l'intérieur, le sphincter interne, le sphincter externe, le sphincter, on peut le dire, le sphincter externe. Donc, nous avons un sphincter interne qui provient de la muqueuse. Et nous avons le sphincter externe qui est en dehors du rectum et est un muscle volontaire entourant le canal anal. Vous savez ce que c'est volontaire? Bien sûr, écoutez, quand on a le besoin, il faut donc le déclencher et aussi l'arrêter. À la formation du centre fibreux du périnée. Le faisceau puborectal du muscle releveur de l'anus s'insère en avant sur la face postérieure de la lame quadrilatère du pubis. C'est quoi la lame quadrilatère du pubis? Là, c'est ancien. Oui. L'os iliaque, oui. Dans l'os iliaque, là, c'est le ischion, si vous vous rappelez bien, le trou foramen obturé, le trou obturateur, le pubis. Pubis et pubis, forment la symphyse, oui,
pubienne. La lame quadrilatère, la lame quadrilatère. Bon, c'est à l'intérieur. Hein. C'est à l'intérieur. Donc, le faisceau pubo-rectal du muscle releveur de l'anus s'insère en avant sur la ligne postérieure de la lame quadrilatère du pubis et se termine sur le centre fibreux du périnée par ses fibres antérieures. Alors, vascularisation, on arrive à la vascularisation. Heureusement, dommage, je n'ai pas la craie rouge pour montrer bien les artères. 3 origines pour les artères. 3 origines. Regardez l'artère iliaque, pardon, l'artère abdominale. Nous avons les artères hypogastriques, artère iliaque externe, artère iliaque interne. Avec le rectum ici, et nous allons voir toutes les artères. Regardez, 3 artères différentes. L'irrigation du rectum est assurée par les artères rectales et l'artère sacrale moyenne. L'artère sacrale moyenne, regardez, c'est simple, c'est une branche terminale. Voilà, l'artère sacrale moyenne. C'est une branche terminale de l'artère, de l'aorte, pardon. Les artères rectales sont au nombre de 3, paires et avec une origine différente. Artère rectale supérieure provient de l'artère mésentérique inférieure. D'où provient l'artère mésentérique inférieure? Indique l'artère maintenant. L'artère mésentérique, artère mésentérique inférieure qui donne les artères rectales supérieures. Écoutez, il faut de la craie rouge. Hein. Artère rectale supérieure. Les artères rectales supérieures, donc, proviennent de l'artère mésentérique inférieure. L'artère rectale moyenne provient des artères hypogastriques. Je fais en vert, معليش. Alors, les artères rectales supérieures proviennent, oui, proviennent de, donc en double, paire, oui ou non, paire, de part et d'autre. Les artères rectales moyennes proviennent artères rectales moyennes. Et il reste les artères rectales inférieures. Les artères naissent de chaque côté des artères pubendales honteuses internes. Artère, très bien. Artère rectale inférieure. Et bien sûr, l'artère sacrale moyenne ou bien médiane, pardon, pas moyenne, c'est médiane, c'est au milieu, née de la terminaison de l'aorte abdominale. Donc, 3 artères, 3 origines, 3 artères rectales, 3 origines. Les veines naissent d'un réseau veineux sous-muqueux, dense au niveau des colonnes anales. Quand je dis les colonnes anales, c'est les colonnes de Morgani. Le réseau sous-muqueux se draine en haut de la ligne pectinée vers le plexus rectal et en bas vers les veines rectales inférieures. Mais là, l'essentiel, nous allons citer les veines, comment elles se drainent. Les veines rectales supérieures rejoignent la veine mésentérique inférieure, donc c'est le retour, oui ou non? Il y a les artères rectales supérieures qui proviennent de
Et aussi les veines rectales supérieures, rejoignent la veine mésentérique, c'est le retour veineux. Les veines rectales moyennes qui rejoignent les veines iliaques internes ou bien hypogastriques. C'est le retour veineux. Les veines rectales inférieures se drainent dans la veine honteuse interne, pulmonale. Donc, le retour, là où il y a une artère, il y a son retour, c'est la même chose. Les lymphatiques, c'est important d'étudier les lymphatiques en oncologie, dans les cancers du rectum. La ligne pectinée sépare deux zones lymphatiques supra- et infrapectinéales. Là, c'est un détail. Écoutez, la ligne pectinée, c'est toujours au niveau du bassin. La zone suprapectinéale se draine dans les nœuds pararectaux ou anorectaux, qui se drainent eux-mêmes dans les nœuds rectaux supérieurs et moyens. Donc ici, on arrive, regardez, il y a 4 relais. Il y a le relais hypogastrique à ce niveau, mésentérique inférieur, le plus supérieur, et pararectaux. Donc la zone suprapectinéale se draine dans les nœuds pararectaux, anorectaux, qui se drainent eux-mêmes dans les nœuds rectaux supérieurs et moyens. La zone infrapectinéale se draine dans les nœuds inguinaux médiaux. S'il y a donc un plus, je vais le... Non. Donc, je vous montre toujours l'innervation, les lymphatiques. Regardez les lymphatiques, si je dis suprapectinéal ou infrapectinéal. Donc, regardez, les lymphatiques suivent le trajet des artères. Nous avons autour de l'artère mésentérique inférieure, au niveau de la bifurcation de l'artère hypogastrique, et là c'est en dehors, c'est au niveau de l'artère iliaque externe. Innervation. Écoutez, l'innervation, c'est des plexus rectaux supérieurs et moyens. C'est le système nerveux végétatif. C'est sous forme de plexus. Il y a des plexus au niveau du canal. Aussi, donc, appelé le plexus rectal inférieur. Aussi au niveau du sphincter externe et la marge anale sont innervés par les nerfs rectaux inférieurs, branches des nerfs honteux. Quand je dis plexus, c'est un ensemble de nerfs qui sont sous la dépendance du système nerveux végétatif, mais quand il s'agit d'un sphincter, qu'est-ce qu'on a dit pour le sphincter? Il est volontaire. Volontaire, donc, c'est des nerfs qui proviennent du système nerveux central. Juste l'intérêt d'étudier, intérêt pratique et exploration, la situation du rectum permet le toucher rectal, c'est-à-dire le toucher rectal, on introduit le doigt par l'orifice anal à la recherche d'un adénome de la prostate, parce que c'est un rapport antérieur, hein, c'est une exploration, écoutez, c'est un examen clinique. Hein. Le toucher rectal est un examen clinique à l'aide d'un doigt d'un certain nombre d'organes pelviens, exemple la prostate. La paroi interne du rectum est étudiée facilement par rectoscopie ou colonoscopie. Vous savez ce que c'est une rectoscopie? C'est un, oui, c'est un endoscope, c'est un instrument donc médical qui est donc doté d'une lumière et et on le pénètre pour voir la configuration interne, pour voir aussi l'état interne du rectum, s'il est hémorragique, s'il présente donc des polypes ou bien des formations anormales à l'intérieur. Colonoscopie, c'est-à-dire que ça arrive vers le côlon. La manométrie anorectale, on l'utilise plus, elle étudie la sensibilité rectale et les variations de pression
au niveau du sphincter anal. Pour cela, elle analyse les deux fonctions principales de la région anorectale, la continence et la défécation. La défécation, c'est l'élimination des déchets. Il y a l'imagerie médicale comme IRM, scanner. Là, c'est les explorations, comment explorer le rectum. Ça va? Bon, je me donne un moment. Allez, je suis avec 5 minutes et on revient. عارف التليفون ومهبط راسي